Salut, M. Cavani Praliné, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Ici, vous êtes censés tout savoir, du moins presque. Aujourd'hui, nous allons parler de l'après-cancer du sein. Effectivement, nous ne sommes plus au mois d'octobre, mais c'est toute l'année qu'il y a des femmes malades. Donc, on va parler de ça aujourd'hui avec une ravissante femme qui s'appelle Mégane. On fera aussi un petit mot sur Novembre Bleu. Et je vais vous donner, vous conseiller du moins, un film qu'il faut aller voir qui s'appelle Le Consentement. Alors, je fais d'abord un petit tour de table. Hein. Je vois des nouvelles têtes, des têtes que je n'ai pas vues depuis longtemps, les gens à la retraite. Ça va, Audrey? Maman à la retraite, tu me mets carrément dans la tombe là. Carrément. Carrément. Bah oui, ça va très bien. Qu'est-ce que tu deviens? Bah, j'ai arrêté la vente, le commerce. C'est pas pour moi. Non. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans la vente? Certaines clientes. Voilà, certaines clientes. Okay. Comportement. Voilà. Mais ceci dit, ça reste un bon métier en soi. Oui, mais je pense que je préfère le bar. Okay. Vous me leur donner à boire que les servir de vêtements. C'est ce que je peux dire. Et toi, Chacha? Moi là, tranquille, ça va. Oula ou oulas? Les deux en même temps. Moi là, voilà. Tu as fait quoi de ton week-end et du début de cette semaine? J'oublie ce que je fais le week-end. C'est compliqué de te dire. Franchement, je ne sais plus. Hier, je ne sais même plus ce que j'ai fait non plus. Mais sinon, je sais que ça s'est bien passé puisque je suis là aujourd'hui. Voilà, très important d'être toujours là. Tu sais que c'est bien passé. Ouais. Et toi, Kessia? Coucou, moi je vais bien, un peu de fatigue, mais ça se voit, tu as une toute petite mine. Oui. Ton week-end était comment? Chargé, extrêmement chargé. Pas le week-end, la semaine dernière, jusqu'à aujourd'hui un peu chargé. Comme tu le sais, tu as été invitée. J'ai remis mon titre de Mademoiselle Martinique 2022 à Solène Desgommes-Marie-Louise, une petite lamantinoise de 17 ans, qui est notre nouvelle mademoiselle et qui va nous représenter en France. Et ça te fait quoi de ne plus être Mademoiselle Martinique? Quand on me demande à chaque fois qu'est-ce que ça fait de ne plus, je dis je ne sais pas que je ne suis plus. Je suis, mais l'année 2022. J'ai transmis à l'année 2023. Quand on est Miss France, on est Miss France jusqu'à la fin de notre vie. On n'est juste pas à l'année actuelle. J'ai lâché ma petite larme et j'attends juste de voir ce qu'elle va faire et j'espère qu'elle fera mieux que moi en France. Alors, si j'ai une question pour toi, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté, ce titre, pendant 1 an? Ça m'a fait du bien. Personnellement, ça m'a apporté une nouvelle famille, un nouveau comité, une nouvelle vision des choses. Ça m'a permis aussi de prendre en maturité, si je puis dire, et d'avoir un peu plus confiance en moi et de savoir m'affirmer et de confirmer mes choix dans ma vie. D'accord. Bienvenue chez nous, Gossip Choco. Merci. Ta nouvelle famille. Tu es un béret, hein? Tu vas tenir. Mégane, ça va? Ouais, ça va bien, merci. Présente-toi ceux qui ne te connaissent pas, bonsoir. Oui, c'est Mégane, Mégui pour certains, en fait. La cousine de Chacha, pour d'autres. Ça va. Beaucoup de boulot en ce moment, beaucoup d'occupations à côté, et puis ma vie de maman. Donc, c'est pas toujours évident à concilier, mais ça va. Tiens. Alors, comment on vit le après-cancer, si je peux dire? Est-ce qu'il y a vraiment un après? Je suis en plein dedans parce que je suis tombée malade. Pour raconter l'histoire, j'ai su que j'ai eu le cancer en 2021. Sauf que j'avais déjà une masse depuis 2020 qui avait mal été diagnostiquée. Donc, pendant 1 an, le cancer a fait ses affaires comme il voulait. Et 1 an après, pendant la période Covid, confinement, etc., deuxième confinement, on va dire, j'ai eu la réponse que j'attendais depuis un moment sur le cancer. Parce que moi, je me doutais un petit peu déjà, on va dire. Mais tout le monde me disait, ah non, il faut arrêter un petit peu, puisque j'avais ma belle-sœur qui était tombée malade 1 an avant moi. Donc, le fait de l'avoir soutenue pendant l'année, les gens me disaient, non, tu es peut-être trop proche de quelqu'un qui a un cancer, donc tu vois le mal partout, il faut arrêter. Donc, du coup, quand j'ai su, ça a été plus un soulagement que une malédiction, on va dire. Je savais enfin ce que j'avais, donc je pouvais me soigner.
Donc, j'ai fait comme Charlène, comme pour son témoignage. En fait, j'ai pris tous mes papiers, j'ai scanné tous mes documents, j'ai envoyé tous mes documents à l'hôpital de Gustave Roussy, qui a tout pris en charge. Et 5 jours après, j'étais dans un avion et je partais. Donc, le après, on va dire. Alors, il y a eu la période métropole. Il y a eu la période quand je suis rentrée en Martinique et que j'ai continué ma radiothérapie en Martinique. Et puis après, il y a eu l'immunothérapie, mais qui n'a pas duré longtemps. Et il y a eu la phase, on va dire, maintenant. Ça veut dire qu'il faut régulièrement faire des contrôles. Donc au début, c'est tous les 6 mois. Donc il y a une mammographie à faire, une échographie qu'il ne faut pas rater. Donc il faut mettre ça sur son calendrier pour se rappeler que c'est le moment du contrôle. Et moi, j'avais, alors tous les 6 mois, alors j'avais 6 mois à Martinique, 6 mois après métropole, 6 mois après Martinique, et là, je viens de faire ma 2e fois en métropole. Est-ce que tu as fait une ablation du sein? Oui, du sein gauche, parce qu'en fait, au départ, ça aurait pu être réglé en tumérectomie. Ça veut dire enlever juste la tumeur et puis voilà, continuer les traitements, etc. Donc pour beaucoup qui m'ont posé la question, donc on va y répondre là aujourd'hui, pourquoi je n'ai pas perdu mes cheveux? Parce que ça a été une question tout le temps, ah bon, t'as eu un cancer et t'as tes cheveux, parce que les gens sont un petit peu maladroits des fois. J'ai pas perdu mes cheveux parce qu'en fait, j'avais un cancer qui était localisé, certes. Quel type de cancer? Alors, c'est un cancer localisé, in situ. Ça veut dire qu'il est localisé à un endroit. Il n'est pas censé être invasif. Ça veut dire qu'il n'est pas censé partir dans d'autres organes. Mais c'était quel stade? Et c'est ça le problème. Moi, j'étais à un stade avancé parce qu'en fait, les cancers in situ ne sont pas gradés en stade comme un cancer invasif. Okay. Sauf que, comme en 2020, j'avais fait une écho et une mammo, je vais toujours me rappeler de ça, le radiologue s'est trompé et au lieu de faire une biopsie, il m'a dit, texto, ça me paraît bénin. Donc en fait, il n'avait aucune certitude. Sauf que dans le grade où il a mis en dessous de l'écho, c'était ACR4. Ça veut dire que c'était très suspect. Il y avait déjà un problème. Donc il n'a pas fait le nécessaire. Et donc pendant 1 an, ça a duré. Et quand ils ont vu que j'avais le problème, en Martinique, ils ont vu que j'avais un foyer cancéreux de 2 cm. Quand je suis partie en métropole, 5 jours après, je ne sais pas si vous suivez, 5 jours après, j'arrive en métropole, je donne mes documents, ils me disent « Non, madame, on veut votre IRM sur le CD parce que l'erreur est humaine. Donc là, on va refaire les examens. » Ça veut dire qu'ils prennent le CD, mais il y a plusieurs radiologues qui vont interpréter séparément. D'accord. C'est pour voir si tout le monde tombe d'accord. Et là, ils voient que j'ai un cancer de plus de 6 cm. Et donc, de 2 à 6 cm, il y a un monde. Oui, mais toi, comment tu as pris ça? Parce que là, tu nous racontes ça comme ça, mais... Eh bien, j'étais comme je vous parle là. Tu n'étais pas effondrée? Non, du tout. Quand on m'a dit que j'ai le cancer, j'ai fait « Ah, enfin ». En fait, c'était parce que j'avais besoin de savoir. Okay. Quand j'ai su, j'ai pas eu le temps ni de pleurer, ni de... J'ai à peine annoncé ça. C'était à mes parents, vite fait, à mon mari, puisqu'il était avec moi au moment où on me l'a annoncé. Et ma belle-sœur, que j'ai appelée tout de suite, puisqu'elle était dans le cas, donc elle m'a dit « Bon, comment tu te sens, etc. » Ben, bizarrement, pour elle qui m'a annoncé ça, j'étais en larmes. J'étais... Comme pour Charlène, d'ailleurs, elle ne savait pas ça, mais je lui dis maintenant, puisqu'elle est là, j'étais complètement en larmes. Je n'arrivais pas à me relever. Je me dis, mais pourquoi ces personnes-là, qui sont quand même proches de moi, je disais, c'est pas normal. Mais quand c'était moi, j'ai pris ça dans le sens, bon, on n'a pas le temps, il faut que je sache qu'est-ce que je vais faire. Donc, j'ai scanné tous mes documents, comme j'ai dit, un dimanche soir, pendant que tout le monde dort. Et je cherche sur Google « hôpital spécialisé cancer ». Et je trouve l'hôpital, je vais sur Internet, parce qu'on est en 2023. C'est pour ça que je dis, dans son malheur, des fois, il y a quelque chose de bon. Parce que si ça m'était arrivé en 1993, j'aurais pas pu faire ça comme ça, quoi. On est en 2023, tout est scannable, tout est facile, quoi. Donc, j'ai tout envoyé. Le lendemain, j'avais déjà reçu un mail qui me disait qu'ils avaient reçu. Le surlendemain, comme mon cas était quand même assez particulier parce qu'ils avaient vu que ça a été mal diagnostiqué 1 an avant, qu'ils allaient me prendre en charge vite. Et ils m'ont demandé clairement, vous pouvez arriver quand? J'ai dit le plus tôt. Donc ça a été plus ou moins facile, la prise en charge, je parle. Parce que je suis partie. Parce qu'en Martinique, c'est pas pareil.
faut galérer en Martinique pour avoir un rendez-vous. Exactement. Donc, quelqu'un de lambda, ça veut dire qu'il n'a pas de filon, on va dire. C'est qu'il a un cancer, des fois, sous 4 mois, c'est trop long. Mais Quand c'est clair. quelqu'un qui a un cancer, comme par exemple le cancer de Charlène, c'est un cancer qui est rare et qui est... Voilà, c'est trop tard, en fait. En France, quand on est diagnostiqué, l'hôpital prend tout en charge. Ça veut dire que vous venez là, vous avez une petite application. Sur l'application, il y a tous vos rendez-vous. Vous venez un jour pour un rendez-vous, vous avez 5 rendez-vous le même jour. Pour éviter de vous déplacer, vous fatiguer, quoi. C'est sûr. Mais c'est parce que c'est grâce à toi si j'ai pu réagir très rapidement. Parce que je me suis dit, tu as pu traverser ça, tu m'avais expliqué et tout ça. Mais c'est pour ça que j'ai pu foncer et puis faire le nécessaire. Et je me dis que, est-ce que c'est pas grâce à ta belle-sœur si tu as pu avancer? C'est pour ça que c'est important d'en parler. Voilà. C'est vrai. Une question? Et comment tes enfants, ils ont vécu la situation et ton compagnon? Alors, mon fils de 13 ans, il a plus ou moins bien pris ça parce qu'en fait, il a 2 tantes du côté de son papa, à qui je fais un coucou d'ailleurs, qui ont eu le cancer. Pratiquement en même temps, dont ma belle-sœur, elle a le même âge que moi. Donc, il l'a vu bien, il a vu tomber malade, il l'a vu sans les cheveux, tout ça, parce qu'elle a fait la chimio, il l'a vu après. Donc, quand moi, je suis tombée malade, quand on m'a dit que j'avais le cancer, voilà, quand j'ai été diagnostiquée, elle était à la phase de radiothérapie. Donc, elle avait déjà passé chimio, opération. Donc, elle était à cette phase-là. Et il la voyait régulièrement. Donc, il s'est dit, si elle, ça va, ben maman, ça ira. Donc, pour eux, ils ne se disent pas qu'il y a différents types de cancers ou que d'une personne à une autre, ça peut se passer différemment. Il ne s'est pas dit ça. Donc, il s'est juste dit, ça ira. Après, je pense que les parents ne montrent pas vraiment aux enfants quand ils souffrent. Hein. Voilà. Mais en fait, on va dire, comme j'ai dit à Charlotte, moi, j'étais normale. Non, je parle de douleur. De douleur, ça, je disais pas, par contre. Voilà, je sais très bien que les parents ne le disent pas. Parce que là, la douleur, je l'avais. C'est pour ça que j'étais soulagée quand on m'a diagnostiquée. Parce que j'étais arrivée à un stade que la douleur traversait mon dos. J'avais mal à l'omoplate. Je ne savais même pas lever mon bras. Et j'avais des jumeaux de 2 ans. Ok. Donc, en fait, c'était tout un cirque. Il fallait expliquer aux enfants, maman, on ne peut pas te porter. Ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas que vous avez de bobos, que c'était compliqué. Par contre, mon mari, c'était mon compagnon à l'époque qui est devenu mon mari, lui, ça a été un choc. Parce que lui, c'était non, t'as pas ça, mais non, regarde comment tu es, tu arrives à tout faire. Parce que j'ai eu l'habitude de bouger, de bouger énormément, etc. Il s'est dit, non, ça ira, tu n'as rien, ne mets pas de mauvaises choses dans ta tête. Et c'est lui qui me disait, c'est pas parce que ta belle-sœur a ça qu'il faut t'alarmer. Donc, j'imagine le choc pour lui. Donc, mon Dieu, ça a été terrible. Alors là, et lorsqu'il t'a vu, justement, avec le sein... Avec un sein. En fait, il n'a pas vu ça parce que, comme je le dis encore, dans mon malheur, j'avais une opération avant et ma peau était déjà étirée. D'accord. Donc, du coup, quand ils ont fait l'ablation, il y a eu la reconstruction tout le jour même. En fait, une première. Donc, il ne t'a pas vu. Donc, une première, on va dire. Parce que la radiothérapie a des conséquences sur la prothèse mammaire. Donc là, j'ai une prothèse mammaire, mais qui est complètement gondolée. Ça veut dire que quand je me baisse en avant, ça va se voir, c'est gondolé à cause des rayons de la radiothérapie. Oui. Là, il va falloir refaire une opération de reconstruction pour ça. Et après, refaire encore une opération par rapport à mon mamelon, parce que ça a pris une ampleur catastrophique. D'accord. Ça veut dire que quand je suis partie, un cancer qui était soi-disant situé, qui était censé aller pour le mieux, ils ont constaté qu'il était trop gros et ils ont constaté que, en fait, il y a eu trop, ça a pris trop de temps. Donc, en fait, j'avais pas mais j'avais 3 foyers de cancer dans le même sein. Ok. Donc là, c'est là que ça devient compliqué parce que quand il y a 3 foyers, même s'il est in situ, il devient à ce stade-là invasif. Il peut devenir invasif. Donc, du coup, ils ont dû me faire un curage ganglionnaire dans le bras. Donc, on a une chaîne ganglionnaire et plein de petits ganglions. Donc, ils ont fait un curage, ils ont enlevé pour analyser les ganglions, pour voir si c'était pas parti dans les ganglions. Ok. Donc, voilà. J'ai une question. Oui. Tu as eu une erreur médicale.
Tu ne te dis pas, tu ne penses pas des fois que si le médecin avait bien diagnostiqué, parce que quand même avec un certain nombre d'années d'études, tu n'es pas censé faire des erreurs, je suis bien passée pour en parler, tu n'as pas une petite rage en toi de te dire, non, s'il avait fait son travail, j'aurais pu être mieux diagnostiqué, mieux être prise en charge et peut-être qu'on ne serait pas arrivé à cette conséquence. Eh bien, ça va paraître bizarre, mais je suis croyante. Je me dis que rien n'arrive par hasard. Si j'avais peut-être fait ça avant ça, j'aurais eu peut-être des récidives dans le même sein ou je sais pas. Parce que si ça tenait qu'à moi, quand on m'a dit ça, j'aurais fait l'ablation des deux seins. Parce que quand vous avez des enfants tout petits, on s'en fout de est-ce que tu as des seins, est-ce que tu n'as pas, comment ça va finir, quelle apparence tu auras. Tout ce que tu as envie de voir, c'est tes enfants grandir. Ouais. T'as un qui a, à l'époque, il avait 11 ans. Je me rappelle de ça comme c'était hier. J'ai été le déposer le matin à sa rentrée générale. C'est pas moi qui ai été le récupérer. L'enfant entré en 6e. Okay. Donc, à l'heure où j'étais dans l'avion, quelqu'un d'autre allait le récupérer pour le ramener à la maison, pour rester avec lui un nombre de temps. Et comment tu as fait quand tu étais là-bas sans tes enfants? Je suis partie avec les jumeaux, ma mère et mon compagnon. Et aux vacances de Toussaint, parce que ça m'est arrivé pratiquement à mon anniversaire. Okay. Donc, après, aux vacances de Toussaint, j'ai fait mon fils rentrer. Donc, il a eu une semaine d'école à la maison grâce au collège où il était, qui ont compris la situation, et une semaine avec moi. Donc, il a puisé, après il est rentré, c'est après que je suis rentrée. Mais au moins, il avait besoin de ça, moi-même aussi, surtout, parce que c'était compliqué, même si j'avais les deux là, mais c'était plus compliqué, cette partie-là, que la partie de douleur, d'opération, etc. C'était ça qui était plus compliqué, gérer les gens autour. Les émotions des enfants. On a un appel. Gossip Choco, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, Jessica. Bonsoir, madame. Vous appelez comment? J'appelle de la Guyane, c'est Yolène. Oui, Yolène, on t'écoute. C'est pour encourager ces dames-là qui ont le cancer. Oui. Je dis félicitations, elles sont fortes. Merci beaucoup. Je souhaite de tenir le coup, que Dieu les bénisse et puis qu'ils aient de longue vie à eux pour leurs enfants surtout. Hein. Je vous en parle là, mais je suis tellement touchée par les messages que ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Bon courage et puis à bientôt. Merci Yolène. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est vrai que je sais même pas, c'est parce que vous êtes toutes les deux cousines, donc dans cette famille, vous avez l'air d'être forte, parce que j'ai pu comprendre qu'il y avait d'autres personnes de la famille qui avaient eu aussi ce cancer-là, Charlène. Un petit peu loin. Hein? Tu vois, même si c'est loin, et je me rends compte que vous toutes les deux, effectivement, quand Charlène m'avait appris son cancer, j'ai dit, mais attends, mais ta cousine aussi, il y a peut-être 2 ans. Non, alors, c'était bizarre. Il y a eu ma belle-sœur, je l'ai soutenue l'année, on n'a pas été courir cette année-là, moi je suis tombée malade. L'année où je suis tombée malade, quand je suis revenue, octobre de l'année dernière, Charlène et toi, vous avez couru avec nous pour le cancer. Exact. Charlène finit octobre avec moi. Décembre, elle me dit, bon, je vais faire mes examens et tout. Début janvier, elle m'annonce ça. Donc, en fait, on n'a pas eu de coupure. Exactement. Moi, j'étais au milieu, mais alors, il y a eu ma belle-sœur, il y a eu ma période, il y a eu ma cousine. Et puis, ça. donc, en fait, je reviens à ce qu'elle me demandait. Est-ce que j'ai été en colère contre le monsieur? Non, puisque je suis retournée au même endroit où faire la radiothérapie. Les gens trouvaient que j'ai eu du toupet. Parce qu'en fait, le radiologue que j'ai vu, c'était un remplaçant. Et là, j'ai été au même endroit. J'ai vu le radiologue principal, celui qui a le cabinet de radiologie. Et lui, il m'a prise en charge et il est aux petits soins. Je ne suis pas restée sur ma défaite, en fait. Il savait que j'étais déjà venue. Donc, il a fait tout ce qu'il fallait. Il m'a accompagnée, il m'a motivée, il m'a beaucoup parlé. Et ça a été. Après, je suis partie en France, je suis retournée en Martinique. Voilà, les choses sont faites. Mais je ne peux pas revenir sur ça et me dire, ah ouais, s'il avait fait son travail, je vais porter plainte. Non, ça va pas. Ça va pas brancher sur je peux pas, parce qu'en fait, ça va pas. Voilà, ça va pas. On peut pas refaire des choses. Je peux pas retourner dans le passé, même s'il est reconnu ou même si je suis pas morte. Donc, Dieu merci, je suis encore vivante.
Donc, je vais de l'avant. C'est pas bon pour les émotions non plus. Hein, Voilà. la rancœur, ce sont des sentiments qu'il faut éloigner. Ça, c'est pas forcément une rancœur qui va rester positive, mais sur le coup, peut-être une seconde, tu te dis, mais si là, il fait son travail, et puis après, ça part. Non, mais je c'est sais pas normal si ça que tu peut. vois ça Ça comme t'est jamais toi. arrivé d'avoir un médecin et tomber sur une... Personnellement, de Moi, mon oui. corps, non, mais ma mère en a souffert. On Moi, lui a j'en ai coupé eu, ses nerfs, on l'a rendu handicapé par une erreur médicale. Donc, comme elle dit, les enfants, moi, j'ai pas vu la douleur mentale qu'elle a eue, mais je l'ai vue au niveau physique, parce que tu vois, ta mère qui peut pas se lever, tu dois l'aider à se lever, tu as 4 ans, c'est quand même quelque chose. Après, tu vois, tu as été forte, tu as réussi à cacher, mais il y a des choses que tu peux pas forcément cacher. C'est ça que je dis, est-ce que moi, des fois, c'est pas moi, mais je me dis, si le médecin n'avait pas fait ça, maman, ça serait bien actuellement. C'est normal que tu aies... Donc, en tant qu'enfant, Voilà, je me c'est ça. dis, Ressenti. Moi, j'ai une question pour vous toutes les deux, Charlène et Mégane. Quand on parle de l'après, quelles sont les choses que vous ne pouvez plus faire ou que vous ne pouvez pas faire comme avant? Tout. Je peux pas aller bronzer au soleil. Oui, ça, c'est un combat contre le soleil. C'est pendant la radiothérapie. Et après, il ne faut pas être exposé au soleil. Il faut avoir de la crème solaire tout le temps. Il faut se protéger avant même la crème solaire. Donc, il y a une gamme que j'utilise, que je vais conseiller à ma cousine, parce qu'en fait, alors, fallait rien passer avant la radiothérapie, parce que ça incite les rayons à brûler ta peau encore plus. Donc, j'étais carbonisée à un moment. Et c'est le après, dès que je sortais de la radiothérapie, il fallait avoir le brumisateur pour humidifier ma peau. Oui. Je séchais, il fallait tamponner, surtout pas essuyer, parce que ta peau part avec. Ok. Et puis, passer une crème, un baume réparateur. Et après chaque séance, je faisais ça. J'étais assidue à ça. J'étais assidue parce que je crois que justement, mes enfants voyaient ça par contre. Puisque à la maison, je ne vais pas avoir honte de dire ça, il n'y a pas de tabou chez nous. Oui. Je suis la seule fille avec 4 garçons. Je suis toute nue tout le temps. Voilà, je ne vais pas me cacher non plus. Donc, je n'ai pas voulu faire ça. Donc, mes enfants sont venus, ils ont vu la cicatrice, ils ont vu la brûlure. Donc, ils me posaient pas mal de questions. Et puis, tout petit comme ça, c'est des questions sans filtre, sans rien. C'est Le plus ça. grand, peut-être. Mais, maman, pourquoi t'es grillée comme ça? Des trucs comme ça. Et qu'est-ce que tu peux pas faire d'autre? Alors, ce qui était compliqué, c'était par rapport au ganglion, au curage. Oui. Je ne pouvais pas lever mon bras. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai une capacité limitée. Je n'ai pas encore tout récupéré. C'est la kiné qui aide et puis le sport. D'accord. Sauf que moi, je n'ai pas voulu me dire, bon, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Mon corps me le montre tous les jours jusqu'à maintenant. Ok. Parce que tout le monde me dit, mes parents me grondent, tu ne te reposes pas assez, etc. Mais je suis tout le temps fatiguée. C'est un truc que tu ne récupères pas, je ne sais pas comment expliquer ça. Je suis tout le temps fatiguée. Peu importe l'heure que tu vas dormir. Ah non, mais je suis tout le temps fatiguée. Je Charlène, pêche des c'est lambis pareil tout le ou pas? temps. Moi, ça, pour le moment, ça va, puisque je n'ai pas encore terminé la radiothérapie. Et puis moi, c'est le côté... le côté droit. Toi, c'était le côté gauche. Ça veut dire que ça touche le cœur, Voilà. alors que moi, j'ai moins d'impact. Et le sport, tu peux toujours pas faire du sport. Mais je préfère attendre. Je Pourquoi? préfère attendre l'aval du médecin avant de commencer le Est-ce que sport. tu as demandé à ton médecin? Ah non, je n'ai pas demandé à mon médecin. C'est mental, je pense. Parce que, Non, je parce pense que c'est mental, c'est on peut normal. te dire, oui, vous pouvez faire du sport, mais c'est toi ménagez-vous. qui te sens, en Moi, fait. clairement, on m'a dit de me ménager. Mais tout dépend, parce que même lever le bras, moi, ça va, mais par moments, ça me fait super Mais mal. tu peux aller nager, par exemple, tout le matin. Tout le matin Oui. Peut-être. Tout le matin. Tout le matin? Non, je ne sais pas par rapport au soleil, c'est-à-dire tout le matin. avant. Oui, parce qu'on peut te dire, tu peux dire, bon, il n'y a pas de soleil. Nous, on pense qu'il n'y a pas de Mais il y soleil. en a tout Le le temps. soleil, Mais je j'ai toujours t'ai dit, raison. 7 h du matin, tu peux aller nager à 7 Ah, 7 moi, heures j'ai du pas matin, écouté. chez moi, il fait chaud, hein. Mais Ah ouais. bon, non, Moi, j'ai soleil pas écouté, capé. j'avoue, je dis la vérité, je n'ai pas trop écouté. Mais tu mets un truc sur toi. Je mettais mon lycra, c'est protection, comme voilà, là. lycra. Ouais, j'ai Je acheté mon mettais lycra. ma protection et je mettais des trucs. Ça veut dire que je pouvais mettre peut-être 2 lycra sur moi ou bien je mettais un tissu. C'était mental, je ne sais pas si ça faisait quelque chose. Mais sur la zone, je rajoutais un tissu en dessous de mon lycra, un truc épais pour éviter que les rayons ne traversent. C'était peut-être mental, je ne sais Alors, pas. Mais j'aimerais que tu me parles de ta passion, parce que madame est, on va dire, une passionnée de voitures de sport, si je veux dire comme Oui. ça. C'est quoi l'événement que tu fais chaque année avec alors, des voitures, de belles voitures même? oui, alors il y a Octobre Rose et il y a Novembre Bleu aussi qui va arriver. C'est des clubs automobiles. Est-ce qu'on peut voir en même temps quelques images, s'il vous plaît? Merci.
Ce sont des clubs automobiles qui se réunissent pour la cause. Donc, ils font un parcours. En général, ils sortent de Fort-de-France et ils montent côté littoral, par exemple, et ils redescendent côté Atlantique. Donc, ça fait un petit parcours. C'est assez convivial et c'est pour la cause, quoi. Donc, en général, alors les voitures que vous voyez là, c'est des voitures que j'ai décorées. En fait, c'est mon travail. Donc, à cette période-là, j'ai, par exemple, 2 ou 3 voitures qui vont me demander de faire un kit déco pour l'événement. Donc, ça veut dire qu'ils gardent des fois soit le jour même, le jour seulement, ou soit le mois pour sensibiliser pour Octobre Rose. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Je sais pas. En fait, les gens vont dire là un peu comme Charlène. En fait, je sais pas, en fait. Je sais même pas te répondre, Jessica, en vrai. J'ai commencé une activité. Non, c'est parti de choses bêtes. J'ai commencé une activité, comme je fais du jet ski aussi. Donc, je vendais des gilets de jet ski, mais je voulais personnaliser parce que tout ce que j'ai, j'aime personnaliser. J'aime quand c'est aux couleurs de ce que tu as. Donc, les gens me demandaient, mais oui, mais t'achètes ça là, est-ce qu'ils personnalisent, etc. Donc, c'est parti de là. J'ai eu un fournisseur, il m'a fait rentrer des gilets et je cherchais quelqu'un pour personnaliser mes gilets. Mais au point de faire des sorties, c'est que je veux savoir. Qu'est-ce que t'as donné envie de rassembler des gens et de faire le tour? Alors, c'est pas moi qui ai rassemblé. Il y avait déjà le concept. Hein. Okay. Je me suis joint à ça et puis j'étais plus touchée par la cause encore plus. Donc, je me suis dit, tant mieux. Et puis, c'est parti de là, les autocollants. Parce qu'en fait, les gens voulaient personnaliser leur voiture pour l'événement et puis c'est parti de ça et puis voilà. Question. Moi, je vois que ta créativité, est-ce que tu es encore plus créative maintenant quand c'est Octobre Rose? Oui. Tu dis que tu as envie de mettre tel papillon, oui. Comment? En fait, je sais pas si c'est parce que justement, quand on est touché par la cause, on a envie que ça se voit, qu'on voit que les gens veulent nous soutenir, tu vois. Donc, quand, par exemple, la Mercedes que vous avez vue là, la blanche, c'est un qui revient chaque année. L'année dernière, il est déjà venu, cette année encore. Il réfléchit déjà à l'année prochaine. C'est à fond les ballons, c'est tout ou rien. Il va pas te dire, mais un petit truc. Il te dit, voilà, j'ai une idée, cette année, c'est papillon. Donc, débrouille-toi. Il me dit, je te laisse faire. Donc là, voilà. On n'a pas de golf, comment on fait l'année prochaine? Mais non, mais il n'y a pas besoin de golf. Donc, n'importe quelle voiture? Déjà, à la base, oui. Alors, déjà, à la base, on n'a pas de club. Les golfs qui étaient avec moi le jour, c'est parce qu'on est ensemble régulièrement. Okay. Mais on n'a pas de catégorie de voiture. On n'a pas de club, nous. Okay. On s'est joint au club qui était déjà. Ben voilà, l'année prochaine, si Dieu veut, on fait notre petit kit déco et on y va. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs, si tu veux, un message de soutien pour toutes les femmes qui sont dans l'après aussi? Oui. Alors, pour les femmes qui sont toujours dedans, comme ma cousine Charlène, qui n'a pas encore fini sa radiothérapie, il faut avoir beaucoup de courage. Et le plus important, parce que les gens ne comprennent pas ça, c'est l'entourage, c'est la famille, c'est un soutien qui est primordial, on va dire. Parce que j'ai connu des femmes qui ont eu le cancer et qui étaient complètement abattues et qui me demandaient, mais comment tu as fait et tout? J'ai dit, parce que moi, je regardais ce que j'avais autour. Je me disais, bon, j'ai de la chance, j'ai ma famille, il y a des gens qui sont âgés, qui n'ont pas cette chance-là, qui sont tout seuls, parce que j'ai vu ça quand je suis partie en métropole, qui étaient dans des chambres qui n'avaient pas de visite. Leur seule activité, c'était la compagne de chambre ou bien la personne qui suivait la chambre suivante, quoi, pour les chambres individuelles. Donc, du coup, c'est hyper important. Et celles qui sont dans le après, faut pas forcément faire comme moi. Faut écouter son corps parce que moi, des fois, j'abuse. Mais il faut pas non plus se restreindre. Parce que moi, j'ai commencé le jet tout de suite après. J'ai pas écouté. Le médecin m'avait dit non, faut pas. Moi, mentalement, j'avais besoin de ça. Parce que quand j'étais dans ma chambre d'hôpital, je rêvais d'être sur mon jet. Okay. De voir ma mère de Martinique, de voir mon soleil de Martinique. J'avais besoin de ça. Donc, une fois que je suis arrivée, j'ai eu besoin d'y aller. Donc, il faut presque se fixer des objectifs pour le après. Oui. Et une fois qu'on est dans le après, il faut faire les choses progressivement, mais il faut les faire. Il ne faut pas rester là à se dire non, j'ai quand même eu un cancer, il faut que je reste. Non, il faut essayer. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs comment tu es sur les réseaux sociaux? Si jamais des gens veulent te contacter. Alors, j'avais un compte privé et j'avais beaucoup de demandes. Donc, j'ai dû faire un compte ouvert qui est Meggy-du8R-du8S. Où il y a des gens qui viennent me poser des questions parce que j'ai fait un témoignage justement, j'avais fait une vidéo un peu
un peu drôle que j'étais chez la coiffeuse, mais c'était pour parler de mon témoignage du cancer. Et j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui sont venues me demander comment faire pour se faire soigner en métropole, comment j'ai vécu ça, et même le après. Donc j'ai beaucoup de demandes vis-à-vis de ça. Et d'autre part, j'ai ma page pour la déco, qui est RD-8 Motorsport 97, où je fais des personnalisations diverses, textiles, voitures, tout ce qui peut être personnalisé, jet ski, etc. Tu es très belle sur la vidéo. Ah, merci, c'était joli. Non, mais même sur le plateau. Non, mais sur le plateau, c'est-à-dire que Merci, j'avais jamais vu les cheveux tirés. Très important. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Mégane, pour ton témoignage. Merci à vous, parce que j'espère que ça va pouvoir aider beaucoup. Exactement, je pense que oui. On va parler du deuxième cancer qui touche aussi beaucoup de personnes et qui tue. Les hommes aussi sont mis à l'honneur au mois de novembre. Donc, novembre bleu, un mois dédié au dépistage des cancers masculins. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque année, plus de 71 000 hommes sont touchés par le cancer de la prostate. Après Octobre Rose et la mobilisation en faveur de la lutte contre le cancer du sein, novembre est le mois de lutte contre le cancer de la prostate et des testicules. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà eu le cancer de la prostate? Oui. Ah oui, beaucoup. Ah oui, beaucoup aussi. Quand tu as appris ça, ça t'a fait quoi? Moi, je connais personne qui... Peut-être que je connais, jeune. Mais pas dit. Quand tu es jeune, il n'y a pas beaucoup de choses qui te touchent. En vrai. Oui, ce que tu dis est vrai. Si tu entends cancer de la prostate, terminé. Hein? Mon grand-père est décédé. Ok. Mon père et mon oncle, ils font régulièrement des contrôles parce que, comme je l'avais dit précédemment, la dernière fois que je suis venue, comme moi, je suis porteuse du gène BRCA2. Je me mêle les pinceaux avec tous les deux qui existent là. BRCA2. Et ça vient de mon père. Et donc, c'est issu du côté paternel. Alors, eux, ils font régulièrement des contrôles et mes enfants, mon fils sera amené à en faire aussi. Et je connais beaucoup de jeunes. J'ai croisé de nombreuses personnes sur ma route aussi qui ont eu ce cancer, que ce soit des testicules ou de la prostate. En fait, j'ai l'impression, effectivement, comme tu dis, quand on est jeune, rien ne nous touche. Parce que lorsqu'on était jeune, ne serait-ce que sur les maladies, ou même tomber enceinte, on imaginait, mais non, on ne peut pas tomber enceinte. On ne connaît pas. Tu dis ça, on est immortel, on est surpuissant, on ne se sent jamais concerné. On est juste inconscient. Ça, après, avec l'âge, comme je disais à Charlène dernièrement, quand on a été à la veillée d'un ami, je disais à Charlène, tu te rends compte, maintenant, on va dans des enterrements, on enterre nos amis. Et à l'époque, on ne faisait pas ça. Ouais. Mais le cancer de la prostate, je tiens à dire aux hommes, qu'il a été prouvé que les femmes prennent vraiment plus soin d'elles. Les hommes sont un petit peu... C'est plutôt madame qui doit aller forcer à aller chez le médecin. Surtout quand ils sont jeunes. Exact. L'examen est délicat pour eux, tu vois. Oui, je pense que c'est ça. Mais c'est plus pareil, ça a changé. Ils se disent, ah ouais, je vais mettre... Non, c'est plus pareil, ça a changé. Tu peux nous décrire comment c'est maintenant? Oui, en fait, d'après ce qu'on m'a dit, déjà sans parler plus de sang, ils voient déjà. Exact. Mais c'est plus comme avant. C'est le dernier recours. Non, là, c'est vraiment vrai. J'en parle à des amis, je leur dis, quand vous serez un peu plus jeune, il faudrait peut-être penser à aller voir... J'ai oublié le nom du médecin, comment ça se dit, mais il faudrait peut-être aller penser à dépister quelque chose. Ils me disent, non, moi, aller prendre quelque chose, qu'on me touche, machin. Mais je te dis, mais si tu as quelque chose demain matin, par exemple, tu as un cancer, tu peux faire ta famille souffrir, entre guillemets, c'est pas une souffrance que tu as infligée aux gens, ou te faire dépister tôt, savoir si oui ou non tu as le gène, si tu as pas, tu as des chances de transmettre à tes enfants. Non, moi c'est pas pour moi, je vais mourir avec ça. Et puis, non, parce qu'ils sont jeunes, en fait, c'est juste l'inconscient, en fait. Non, mais même... non, il y a des vieilles personnes aussi. Qui sont comme ça. Des personnes âgées, parce que vieilles personnes, ça fait un petit peu... Des personnes du troisième âge, quatrième génération. Vous savez que juste se faire dépister, je connais une dame qui travaille dans ça, les hommes ont du mal parce que ils restent un petit peu traumatisés par l'examen de l'urètre. Vous savez, c'est nous, plus comme déjà, ça. Parce que nous, on n'est pas traumatisés. Déjà, nous, on nous fait déjà... Non, mais attends, t'imagines, nous, on a déjà le spectulum, le truc... Depuis l'adolescence. Exactement, mais eux, en fait, juste imaginer la tige. Juste imaginer la tige dans l'urètre, pour les hommes, c'est quelque chose. Et l'enfant qui sort. Non,
Non, on va arrêter le traumatisme. Ça, il va rester. C'est l'enfant qui sort. Je vais vous conseiller un film qui s'appelle Le Consentement. Donc, Le Consentement, c'est un film de Vanessa Philo qui sera à l'affiche de Madiana dès ce vendredi 10 novembre. Alors, c'est l'histoire de Vanessa qui a 13 ans lorsqu'elle rencontre Gabriel Baznet, écrivain, quinquagénaire de renom. La jeune adolescente devint l'amante et la muse de cet homme célébré par le monde culturel et politique. Se perdant dans la relation, elle subit de plus en plus violemment l'emprise destructrice de ce prédateur qui exerce sur elle. En fait, Le Consentement, c'est l'adaptation du récit autobiographique de Vanessa Spingora qui raconte l'emprise des abus sexuels dont elle était victime lorsqu'elle était mineure. Je vous montre tout de suite la bande-annonce. La lecture d'un livre peut changer le cours d'une vie. C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme. Qui as-tu déjà rencontré ou admiré, toi, Vanessa? J'étais avec Gabriel, maman. Regarde, il m'a écrit un poème. Lui-même, il me l'écrit. Il est dans ta classe? Vanessa, arrête. Lâche le sac, tu restes ici, tu n'iras nulle part. Tu m'entends? Arrête! Il a 50 ans, t'en as 14 à peine. Il se sert de toi. Ce qui se passe entre nous, c'est très beau, c'est très rare. Ce n'est que de l'amour. C'est une chance pour toi que je sois le premier. C'est un pédophile, tout le monde le sait. C'est n'importe quoi, ce que tu dis, j'ai plus 8 ans, je suis plus une gosse. Qu'est-ce qui t'a pris de te maquiller? Tu veux avoir l'air d'une dame, c'est ça? Tu es mon dernier amour. On sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Maznev, lui, les attire avec sa réputation. Ce que l'on ne sait pas, c'est comment s'en sortent-elles, ces petites filles. Personne ne peut comprendre. Film à aller regarder, film pour sensibiliser nos enfants, ok, pour sensibiliser les jeunes filles, pour un petit peu, pourquoi pas dénoncer les pédophiles, parce que c'est pas qu'en France ou à l'étranger qu'on voit ça. En Martinique aussi, il y a beaucoup de pédophiles. Il y a beaucoup d'hommes d'un certain âge qui ont cette addiction pour les gamines, et malheureusement, ils ont une emprise qui est très forte, et nos enfants tombent dedans, malheureusement. Les filles, qu'en pensez-vous? En fait, ce sont des proies, les enfants, en fait, tout simplement. Ils s'attaquent à des jeunes demoiselles parce qu'ils savent très bien qu'ils sont manipulables. Il y a les pédophiles, ceux qui prennent les enfants en photo ou qui les violent. Et puis tu as des pédophiles un peu plus malins, ceux qui tombent amoureux des jeunes filles et puis qui font croire aux jeunes filles qu'elles-mêmes, elles sont amoureuses. Ils les charment. Ça, c'est plus dangereux parce que pour faire ton enfant se réveiller ou bien rompre cette emprise, c'est compliqué. Exact. Qu'en penses-tu, Kessia? Je suis en train de me dire qu'on parle souvent des pédophiles, des enfants. Mais est-ce que lorsqu'on est devenu majeur et par exemple une personne âgée de 90 ans, aussi toujours pédophile dans sa tête, vient s'intéresser à une jeune fille de 18-19 ans, c'est pas si loin de la fin de l'enfance, est-ce que ça rentre aussi dans le cadre de la pédophilie ou comme la personne est majeure? Alors ça va rentrer plutôt dans le cadre de l'emprise. Là, ce sera l'emprise, ce sera pas de la pédophilie, ce sera de l'emprise parce que tu sors de la gaminerie, tu deviens une mini-femme et parfois, les jeunes filles comme ça, elles cherchent en fait leur père. Elles cherchent un père vers cet homme. Parfois, elles cherchent un père. Parfois, elles cherchent une stabilité. Parfois, c'est l'argent, une sécurité. Et ces hommes-là, ils savent comment y faire. On dit que les enfants, mais j'ai envie de dire que si ton enfant va aussi par là, c'est parce qu'il recherche quelque chose, donc la personne a quelque chose. Comme on te dit, on a fait l'expérience avec des enfants qui avaient des bonbons. Ils disaient aux enfants, tu veux un bonbon pas? Le bonbon t'attire, ça veut dire que toi, quand ton enfant, tu vas regarder le monsieur, il est gentil avec toi, ça fait un peu comme un papa. Donc, inconsciemment, même en étant mature, adulte, tu te dis, je vais y aller. Donc, ça reste une emprise. Même tu peux avoir 26 ans, 13 ans, 5 ans. Dès que la personne arrive à avoir une emprise mentale sur toi, te manipuler, je trouve que c'est... Alors, toi qui es jeune, as-tu déjà été draguée par des hommes âgés? Tu rigoles? Oui. Nous sommes
toute jeune, mais Je suis un fœtus. C'est un fœtus. Petit fœtus que as-tu déjà été draguée par des hommes de la cinquantaine, voire de la soixantaine? Oui, et c'est horrible parce que mon père a dans cet âge-là et je vois des messieurs qui viennent en mode tu veux pas m'accompagner au restaurant ce soir, mais d'une manière bien gentille, mais tu sens dans leur regard le regard lourd du vieux père. Alors qu'est-ce qui te dérange dans ça? C'est l'âge de la personne? En même temps, déjà, chacun a sa famille. Moi, je me dis, mon père a à peu près votre âge. C'est comme si je sortais avec mon père. Donc, ça rebute déjà. De deux, tu viens de manière gentille, mais ton regard est insistant et lourd. Il veut tout dire, en fait. Donc, tu te sens dégueulasse. Tu as envie de rentrer chez toi, te laver. Tu te sens un peu limite violée par un regard. Tu ne te sens pas bien. Et qu'on vient te toucher, n'en parlons même pas. Les vieux papis qui sont là comme ça en mode tu es jolie. Ça signifie que tu serais choquée, dont tu es certainement choquée quand tu croises des filles de ton âge avec leur sugar daddy, par exemple. Ça, c'est un autre sujet. Non, mais après ça, on l'aura mais conscience. Parce qu'un sugar daddy, c'est pas pareil. C'est que toi, mentalement, tu vas chercher une personne plus âgée pour pouvoir combler les manques que tu as, que ce soit mental, physique ou matériel. Là, c'est pas pareil. Si alors, si c'est un peu pareil, parce que tu avais dit que le monsieur de la cinquantaine qui t'a dragué, peut-être que lui, il cherche une baby doll, tu sais pas. Donc, tu vois. Monsieur, il y a des poupées qu'on vend sur les sites asiatiques. C'est pareil. Que penses-tu de ça, toi? Moi, je suis complètement choquée par ça parce que je pense que les réseaux sociaux jouent beaucoup dans ça. Ça veut dire que le film, là, le consentement, ça dénonce quelque chose. Oui. Mais il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, on se demande c'est qui la victime à un moment. Et malheureusement, ce film-là qui est censé faire prendre conscience, passe à la trappe, on va dire. Parce que sur les réseaux, c'est ça, c'est ce qui est à la mode. Hein. C'est Sugar Daddy par-ci, Sugar Daddy par-là. Il me donne ça, j'ai ci. Les gens ne veulent pas croire qu'on s'aime. Tu parles d'amour parce que quelqu'un vient à tes besoins. Ça me choque. C'est vrai que les réseaux sociaux nous perdent, on va dire. Mais les réseaux sociaux aussi nous vendent des rêves. Mais les gamines aussi s'inventent des vies. Parce que maintenant, sur les réseaux sociaux, tu ne sais plus si la fille, elle est majeure ou mineure. Par exemple, avant-hier, j'étais choquée de voir que j'ai reçu un message sur Snap d'une fille. Et quand j'ai dit c'est qui, elle m'a envoyé des photos d'elle. Et c'était une enfant de 12 ans. C'était une enfant de 12 ans qui m'a dit oui, est-ce qu'on peut être amis? Et j'étais super choquée parce que je me suis demandé qu'est-ce que l'enfant faisait sur Snap et qu'est-ce qu'elle cherchait en fait. Qu'est-ce qu'elle cherche à parler avec une femme de mon âge, de ma génération. Un soutien. Voilà, et je me suis rendu compte qu'effectivement les réseaux sociaux créent des mini-femmes, c'est-à-dire des enfants qui deviennent femmes trop vite. Les réseaux sociaux permettent à des hommes de discuter avec des gamines en se présentant parfois sous notre visage. Mais ce qu'on voit qui ressort le plus avec les sugar daddy, c'est à croire que tous les enfants sont issus de familles pauvres. Toutes les petites filles cherchent de l'argent, elles cherchent des hommes pour donner de l'argent. Tu sais? Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi dans les familles riches aussi. Non, mais attends, moi, je pense sincèrement, on dit les réseaux sociaux, c'est une question d'éducation. Ouais, c'est d'éducation. Hein. Parce que il y a beaucoup de mères célibataires qui véhiculent auprès de leurs filles qu'il faut le coquet-pouni, voilà, je le dis là. Et non célibataire, il ne faut pas dire que les mamans célibataires. Il y a des mamans aussi. Non, mais pas coquet-pouni, parce que tu as dit le coquet-pouni, mais le coquet-pouni qui ça? Écoute, si la maman, elle fait du coquet-pouni, quand l'enfant grandit, elle, c'est un autre niveau. Parce que la maman, on sait que c'est du physique, mais la jeune fille, quand elle grandit et qu'elle voit qu'elle a des besoins, parce que ce que nos parents nous donnaient, c'était, même si c'est un téléphone ou une paire d'Adidas, etc. Les jeunes filles aujourd'hui, elles veulent du Louis Vuitton, elles veulent du Gucci. Elles veulent du Prada. Elles veulent du luxe. Donc, quand elles veulent du luxe, qui paye le luxe? C'est pas les parents, c'est les macos. Donc, il faut qu'elles aillent chercher un sugar daddy. Et donc, l'argument de ces gars... Parce que depuis qu'on est jeune, c'est la même chose. Viens, je vais venir te chercher dans ma BM. Ou dans ta BM. Mais là, c'est arrivé à un stade où, dans mon bateau. Viens sur mon bateau. Je vais t'emmener à Saint-Martin, à Saint-Barth. Alors, dans ta tête, tu vois Saint-Barth, tu regardes tout ce qu'il y a à la télé, les petits inutiles les Marseillais, etc. Elles connaissent toutes les histoires. Donc, c'est une question d'éducation. Si tu véhicules à ton enfant que tu assises devant la télé, à regarder la télé-réalité et à être sur tes réseaux sociaux, eh ben, l'enfant va faire la même chose, mais en pire. Parce que la société actuelle, c'est pas la société d'hier.
Exactement. Après, bon, c'est pas tout le monde, Dieu merci, parce que tu as des enfants qui réussissent la vie. Quand tu vois leurs parents, tu te dis, waouh, ça n'a Ils rien sortent à de voir. loin. Exact, ils sortent de loin. Parce que heureusement que les enfants ne reproduisent pas tout ce que les parents font. Oui, mais des parce fois, que il y a pire, parfois, Jessica. mais tu as aussi l'inverse. Tu as les Heureusement. enfants, tu as les parents qui ont bien éduqué leurs enfants. Oui, mais c'est ça que j'allais te Qui ont tout dire. donné, À et puis l'école. ils ont été L'influence, influencés. voilà, La c'est ça. Par les petite copines. fille, Par les copines. par les copines. Par les aussi. copines. Non, mais des fois, c'est souvent l'école. Par exemple, j'ai une amie qui a une fille. Elle me dit que sa fille va à l'école, tout ça, qu'elle est sûre que l'enfant se tient bien, etc. Sauf que c'est vrai, tu vas venir chez la fille, l'enfant est adorable. irréprochable. L'enfant est là, les adultes parlent. Elle ne reste pas là. Elle participe quand on l'a appelée, en fait, mais elle reste à sa place. Tandis que quand elle est à l'école, c'est autre chose. Ça veut dire que c'est pas parce qu'elle a envie, mais elle influence ça pour ne pas être le rejeté. mouton, le mouton noir. Donc, du coup, soit tu suis, ou soit ça va être ta fête. Exact. Non, mais à ce Donc, qu'est-ce que moment-là, l'enfant tu fait? dis à ta L'enfant fille, suit. moi, ma fille, sincèrement, elle a 11 ans, elle aura ses 12 ans, je lui dis sincèrement, sois exclu. Si quelqu'un t'impose Non, c'est quelque facile chose, si de quelqu'un dire t'impose- ça. c'est dur, facile. c'est dur. Eh ben, d'être tu exclu, sais, c'est c'est très, pas très facile à le dire. Mais là, elle entre en 6e et elle l'a fait exactement. Et ça se passe très, très bien. Ses copines l'ont prise comme elle est. J'ai dit, franchement, ne fais pas quelque chose à contre-cœur parce qu'on t'a dit. C'est pas Ça intéressant. dépend C'est si très tu bien, l'as mais il y a vécu des ou pas, parce que enfants Mon qui fils sont... n'est pas aimé depuis les petites classes jusqu'à maintenant, il est en 4e. Ça veut dire qu'il ne fait pas la majorité. Il a des copains, mais c'est lui qui choisit. Il n'en a rien à battre. Oui, parce qu'il est fort de caractère. Et puis mais il il y en a, a été, qui... il a été élevé aussi par Charlène Oui. Félix Mélidan. Ah oui, mais c'est ça que j'en voulais dire ça, mais bon. En tout cas, les filles, l'émission est terminée. Je vous remercie. Merci Mégane. Encore De merci, rien, merci. Tu avec me dois plaisir. un tour dans la Oui, gorge. Je t'inquiète vais prendre un peu de frisson. Il y a J'ai pas envie de de prendre un souci. peu d'adrénaline, que je reste scotchée dans la voiture pendant que tu accélères. On va mettre la toi qui GoPro, on va tout mettre pour Ok, voir son oui. visage. Pas avec toi dans la mini-golf. Tu fais la voiture parce que La mini-golf. Elle fait une mini-golf, elle roule vite. Ça qu'elle met Là, j'ai une mini, pas une mini, gars, une mini. La s'il te vieille plaît. mini, tu fais pas de vitesse avec une mini, ça quand même mal dans le virage là. C'est donc, pas vrai, c'est pas vrai. Parce que là, c'est toi, tu es un vrai pilote, toi, tu es pas un vrai ces temps-ci, pilote. je roule une Seat et sincèrement, ma mini me manque. Ma mini me manque. Je le dis sur mes canaux, ma mini me manque. Charlène, c'est quand tu veux te donner des frissons pareil dans la voiture de ton mari, une voiture très puissante. Ok, il y a que des gens qui Je me aiment. sens allée. Parce que toi, t'as une petite voiture. Ah, mais Kikento, c'est bon. T'as une petite voiture. On vous fait de gros bisous. À la semaine prochaine. Bye bye. Shut up.